On a un cerveau dans le ventre? Vraiment? Bonjour à tous et bienvenue, c'est le docteur Vincent et aujourd'hui nous continuons notre exploration du microbiote en continuant à ne pas parler du microbiote d'ailleurs, mais en mettant en place une autre base anatomique fonctionnelle indispensable plus tard à notre compréhension, à l'interaction qui existe donc entre ce fameux microbiote et notre organisme. Au sommaire aujourd'hui, donc, nous allons découvrir qu'effectivement nous avons vraiment des neurones dans le ventre. Nous allons découvrir aussi qu'il y existe un lien très particulier entre le cerveau et nos intestins. Nous allons ensuite mettre dans la danse le système immunitaire, car lui aussi interagit avec ce cerveau-là. Et enfin, nous allons jeter une petite pincée de neurotransmetteurs. Vous inquiétez pas, tout ça a l'air assez technique, mais on va rendre la chose compréhensible. Donc, des neurones dans le ventre. Effectivement, nous avons bien des neurones dans le ventre. Et si ces neurones ne correspondent pas exactement à un cerveau, on en a quand même une quantité assez considérable, avec à peu près 500 millions d'unités cachées au sein de nos intestins, de notre œsophage et même de notre estomac. Cela correspond à un nombre qui est approximativement celui du nombre de neurones que nous avons dans la moelle épinière, qui est quand même un composant essentiel du système nerveux central. Donc ça vous renseigne quand même sur le niveau de densité en neurones que nous avons dans le tube digestif. Cependant, comparé à notre cerveau, là dans lequel on trouve 100 milliards de neurones, on se rend bien compte que le rapport est quand même légèrement différent. Les neurones qui se trouvent dans les intestins ont essentiellement trois grandes fonctions. La première, c'est d'assurer la motilité du tube digestif. Effectivement, le tube digestif, c'est aussi un muscle, c'est actif, ça doit faire avancer le bol alimentaire pour favoriser sa digestion et son absorption. Et ces muscles-là sont directement contrôlés par les neurones qui se trouvent dans les intestins. Ces neurones-là aussi servent à contrôler toute forme, toute sorte de sécrétion de mucus, localement de neurotransmetteurs, on le découvrira un petit peu plus tard. En fait, beaucoup de choses sont directement assujetties à ces fonctions de contrôle de la sécrétion, qui elles-mêmes sont en lien avec une troisième fonction essentielle de ces neurones, c'est-à-dire d'assurer une espèce de sens du goût qui se trouve à l'intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas un sens du goût qui est conscient, mais il se trouve que nos neurones, certains neurones très particuliers, couplés à des systèmes de capteurs dans les intestins, sont capables de faire l'analyse chimique en direct de ce qui passe à travers le tube digestif. Ainsi, si on fait un zoom progressif dans notre ventre et qu'on regarde particulièrement au niveau de la paroi d'un tube digestif, on arrive sur un schéma que l'on connaît déjà bien ensemble, parce qu'on on a vu ce type de schéma lors des deux précédentes vidéos. Schéma dans lequel donc on va découvrir la disposition générale que l'on connaît des cellules muqueuses, avec en haut là on voit passer des petites bactéries pour nous rappeler que le microbiote se trouve dans cette zone-là avec la nourriture. Et donc nous avons cette couche que nous connaissons déjà bien. Nous allons donc rajouter des structures supplémentaires. Les premières structures supplémentaires que nous allons rajouter, ce sont des cellules de type musculaire. Donc en fait, on a deux grosses couches de muscles qui sont insérées tout le long de notre appareil digestif. Ce sont la couche musculaire circulaire et la couche musculaire longitudinale, parce que tout simplement, en fait, les noms viennent du fait que les fibres musculaires sont orientées de façon soit circulaire, soit longitudinale par rapport à l'intestin. Et ces couches musculaires vont être elles-mêmes séparés par les neurones de l'intestin, que l'on voit d'abord ici avec le plexus sous-muqueux qui se trouve donc entre la muqueuse et la première couche de muscles, et une autre couche, là nous avons le plexus mi-entérique, donc une autre couche, une double couche de neurones, dont les fonctions principales, avant toute chose, sont donc de faire contracter ces muscles-là de façon, on va dire, intelligente, car l'idée c'est de faire en sorte que la nourriture avance dans le bon sens, ni trop vite ni trop lentement, de façon à ce que l'absorption digestive soit maximale. Et donc tout cela va être contrôlé localement par ce système de neurones. En plus de cela, nous avons des neurones bien particuliers. Là, on voit arriver une petite molécule de nourriture qui va se faire absorber. Mais nous avons en plus donc des neurones sensitifs qui vont correspondre à des capacités à capter le goût, mais aussi les modifications physiques, mécaniques, locales du tube digestif. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un morceau de nourriture qui passe par là,
pas. Non seulement il va imposer ce qu'on appelle une contrainte mécanique au tube digestif, il y a une déformation locale de votre bout de nourriture, et en plus ces neurones-là vont être capables d'analyser très précisément la composition chimique de ce morceau de nourriture et d'agir donc en conséquence, soit en modifiant des sécrétions locales, en informant le reste de réseaux neuronaux, et ainsi adapter, optimiser le mécanisme de digestion. Et donc la première chose à comprendre ici, c'est que tout ceci fonctionne de façon autonome. C'est-à-dire que ce que l'on appelle un petit peu abusivement un second cerveau dans le ventre, mais qui a quand même des fonctions assez importantes, on va le voir, a la capacité de fonctionner complètement sans le cerveau principal que nous avons dans le crâne. Effectivement, si nous l'isolons du reste du corps, on est encore capable de digérer de façon tout à fait normale. Alors comment on peut l'isoler du reste du corps? Tout simplement en allant couper les voies nerveuses que nous allons découvrir maintenant. Car il existe bien donc un lien entre le cerveau principal, et ce second cerveau abdominal. Ce lien est constitué de deux systèmes. Donc un système en gros qu'on va appeler le système végétatif sympathique, qui est composé de deux sous-systèmes. D'une part le système parasympathique, d'autre part le système orthosympathique, que assez souvent on appelle aussi le système sympathique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ici nous découvrons sur le schéma l'ensemble du tube digestif que nous connaissons bien. Et donc en parallèle à ça, nous avons le cerveau avec la moelle épinière. Et bien il se trouve que la connexion entre le système nerveux central, fait du cerveau et de la moelle épinière, et ce système périphérique, qu'on appelle aussi donc le système nerveux mésentérique, est absolument intense. D'une part, nous avons donc un premier lien lié au système parasympathique qui se fait vers le haut avec le nerf vague et vers le bas avec les nerfs sacrés. Ça, c'est le système parasympathique. Ensuite, nous avons tout le système sympathique, orthosympathique, qui va jeter des branches qui sortent, alors pour les connaisseurs d'anatomie, l'espace intervertébral qui va de la première thoracique à la deuxième, troisième lombaire. Ça constitue le système sympathique. Et en fait, en profondeur, si on regarde dans l'intimité de l'anatomie réelle de nos systèmes, donc nous voyons que ce couple sympathique-parasympathique va innerver l'intégralité du système digestif depuis l'œsophage. En fait, ça va même remonter jusqu'à la bouche, jusqu'aux glandes salivaires, jusqu'en bas, jusqu'au rectum et jusqu'à l'anus. Et donc, il va falloir comprendre précisément ce que sont ces systèmes sympathiques et parasympathiques. Le système parasympathique, lui, c'est un système de contrôle en profondeur qui va s'activer dans les moments de calme. Essentiellement, il a deux rôles particuliers. Il va s'activer d'une part quand on mange, pour faciliter l'intégralité du travail de la digestion, et il va aussi s'activer lorsque nous sommes en phase d'activité sexuelle. Donc globalement, on retient que le parasympathique, c'est ce que l'on peut faire quand on est tranquille et qu'on n'a pas le danger aux fesses. C'est-à-dire que l'on peut manger tranquillement et on peut se reproduire tranquillement. Le système sympathique, quant à lui, c'est le système du stress. C'est-à-dire que c'est un système profond qui va se mettre en branle dès que nous avons à faire face à un danger. Par rapport à cela, en fait, on va connaître trois formes de réaction principales face au danger. Alors, ce sont les 3 F en anglais que l'on va découvrir. Donc, d'abord, nous avons le flight, qui est partir loin, le fight, qui va être combattre, et le fright, qui va être de se casser la figure et tomber dans un état de torpeur en espérant que les choses se passent bien. Donc, si nous reprenons dans le détail, le flight, la fuite, qui va être l'attitude donc de déguerpir vite fait face à un danger. Le fight, le combat, ça va donc d'être prêt à faire face au danger. Et donc là, le système sympathique aussi va être extrêmement important. Il va se mettre en branle de façon à ce que nous puissions faire face au danger. Dans ce cas-là, nous avons ici un personnage bien déterminé à aller cranter ce lion. Il y a une chose à bien comprendre d'ailleurs en profondeur par rapport à cette notion de fuite ou de combat, c'est que l'organisme en profondeur va avoir besoin d'avoir accès à ses ressources énergétiques, à ses ressources musculaires. Et c'est tout le rôle en fait du système sympathique qui, en produisant de l'adrénaline et de la noradrénaline, va rendre notre organisme capable soit d'aller courir très vite et le plus longtemps possible, soit de rentrer en mode combat. Et donc en fait il va y avoir une espèce de redistribution de l'énergie, du sang en fait en pratique, et donc de l'oxygène
l'oxygène, des matériaux les plus importants énergétiques, hein, le glucose, de façon à pouvoir faire face et aller nourrir ce qu'il est important de nourrir. Et donc le contre-coup de cela, c'est que l'on va divertir des zones qui sont beaucoup moins importantes, dont dans notre cas donc le système digestif. On va divertir ces ressources-là pour les orienter essentiellement vers le cerveau, les muscles, de façon à pouvoir combattre. Ce sont donc des systèmes adaptatifs automatiques qui ne dépendent absolument pas de notre conscience, mais qui sont fondamentaux et qui existent dans absolument tout le règne animal. Et donc nous avons aussi cette troisième possibilité, le fright, qui est une espèce de peur paralysante, qui va faire en sorte que nous allons tomber dans une espèce d'état de torpeur, de paralysie liée à la peur, qui va soit nous faire tomber ou faire en sorte que nous restions complètement immobiles, parce que parfois en fait la meilleure solution face au danger, ça va être de ne surtout pas bouger, ça va être de faire le mort en quelque sorte, ou alors ne pas attirer l'attention de façon à ce que le danger, le prédateur, soit passe à côté, ne prétend pas attention à nous, soit pense que nous sommes déjà morts et n'aura pas intérêt à vouloir venir nous manger. Il y a aussi un truc assez intéressant et que l'on retrouve en fait dans les différentes modalités de réponse du système sympathique, c'est que nous avons aussi une inhibition de la douleur, et c'est par ce système-là en fait que nous avons cette histoire-là assez classique du soldat sur le champ de bataille qui va se prendre une balle bien placée qui normalement devrait le faire énormément souffrir, et dont il va se rendre compte que plusieurs minutes, voire une heure après, quand en fait l'adrénaline qui circule dans son sang à la suite de la fin de la phase de combat, qui peut être plus ou moins longue, en fait cette adrénaline va baisser, le système sympathique va se mettre au repos, et là en fait l'inhibition de la douleur, qui est absolument fondamentale quand on part au combat, cette inhibition de la douleur va être arrêtée, et là enfin c'est là qu'il va se rendre compte qu'il a été blessé, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il a mal, qu'il a horriblement mal, parce qu'en fait son système sympathique s'est enfin éteint, s'est enfin modulé et a arrêté d'injecter des quantités hallucinantes d'adrénaline dans son sang. Et donc dans le contexte présent, qui est celui de la digestion, on voit donc que le système parasympathique va permettre d'une façon générale de préparer la digestion, de faire en sorte qu'elle se passe bien. C'est ce système-là qui va nous faire saliver, c'est ce système-là qui va permettre de détendre l'estomac de façon à ce que nous puissions absorber de la nourriture. C'est ce système-là qui va stimuler la motilité intestinale de façon à ce que la nourriture avance tranquillement et fasse son bonhomme de chemin. Le système sympathique, quant à lui, en fait, va avoir l'action exactement opposée avec le système digestif et il va absolument tout bloquer. Faire en sorte que ça ne marche plus, ça n'avance plus, que l'on ne mette plus d'énergie à financer, on va dire, le système digestif dans son ensemble, car centralement, au niveau de l'organisme, on aura décidé qu'il était beaucoup plus important de mettre l'énergie ailleurs que dans la digestion et de se faire une bonne sieste post-prandiale. Alors si on regarde vite fait un peu plus dans le détail, donc on revient à notre système sympathique, parasympathique, voir comment il est fait, on peut voir en fait que les branches de tous ces nerfs-là vont devenir de plus en plus fines et vont innerver l'intégralité jusqu'au niveau le plus fin de notre appareil digestif. Et ce qui est très important de comprendre en fait, c'est que effectivement l'information va du cerveau vers l'appareil digestif, mais en fait le système sympathique et parasympathique permettent aussi la remontée de l'information. Et c'est là qu'on commence à voir cette relation s'installer entre le second cerveau, ce qu'on appelle un tout petit peu abusivement un second cerveau, mais quand même qui s'en rapproche beaucoup pour nous, et le cerveau principal. C'est-à-dire qu'il va y avoir une capacité de remontée d'informations du système neuronal digestif vers le système nerveux central, vers le cerveau, et donc d'influencer son fonctionnement. Ça, c'est absolument fondamental à comprendre, parce qu'on verra plus tard dans la vidéo suivante, où on va vraiment travailler sur le microbiote, qu'il y a des capacités d'influence majeures sur notre psychisme qui vont s'opérer entre microbiote, système nerveux mésentérique et cerveau. Et donc c'est là que c'est très intéressant de voir en fait qu'il y a un lien qui commence à s'installer entre ce qui se passe dans notre ventre et nos émotions. Et on peut d'ailleurs documenter un grand nombre de soucis qui vont être en lien entre psyché et fonctionnement digestif. Et donc la chose intéressante, c'est qu'on va rajouter un niveau supplémentaire de complexité, c'est que le système immunitaire, lui aussi en fait, va être modulé par ce système végétatif,
para et orthosympathique. Et on le regarde là sur ce schéma qu'on connaît déjà, qu'on a vu la dernière fois. C'est qu'en fait les fibres ortho et parasympathiques, mais surtout orthosympathiques, donc ont la capacité de produire des hormones au niveau local, surtout ce qu'on appelle donc la norépinéphrine ou bien la noradrénaline, qui est une molécule très proche de l'adrénaline. Et cette molécule-là, en fait, va avoir la capacité d'aller influencer notre appareil immunitaire, d'aller stimuler nos globules blancs pour aller attaquer et aller éventuellement détruire davantage de bactéries de notre système microbiotique. Donc là, vous voyez, encore une fois, il y a un prolongement du cerveau, du système nerveux local vers le système immunitaire. Et encore une fois, donc, on fait un petit pas de plus, supplémentaire, à comprendre ce lien complexe qu'il peut y avoir entre, on va dire, le monde émotionnel, le monde intellectuel et ce qui se passe dans notre ventre à des niveaux bien supérieurs que le simple fait, par exemple, d'avoir des selles liquides, une espèce de diarrhée avant de partir en examen. Donc dernière couche de complications pour cette vidéo, qui est très important, c'est celle des neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, à la base, ce sont des molécules essentielles, fondamentales, qui assurent les équilibres généraux du fonctionnement de notre cerveau. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules qui sont produites en très petite quantité, mais qui ont un impact fondamental sur notre humeur, notre capacité à sentir le plaisir, notre capacité à sentir la douleur, notre état d'anxiété. Et en fait, les systèmes de neurotransmetteurs sont les cibles principales tant des drogues que des médicaments de type psychiatrique. Donc vous voyez, quelque chose d'extrêmement important. Si nous regardons plus précisément là sur ce petit schéma, en fait au niveau du cerveau, on produit une grande quantité de neurotransmetteurs, mais là on va s'intéresser à 4 en particulier, qui sont la sérotonine, qui est associée essentiellement à l'humeur, la dopamine, qui est associée au plaisir, le GABA, qui va être lui associé en fait à des régulations générales du rythme de fonctionnement du cerveau, mais aussi à des états d'anxiété, et l'histamine, qui elle est associée à des états d'éveil. Et bien, ce que l'on peut voir en fait, c'est que ces neurotransmetteurs, qui sont très bien connus et qui sont fabriqués en grande quantité dans le cerveau, en fait, se retrouvent aussi dans l'appareil digestif. C'était une découverte absolument majeure de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que le neurotransmetteur, à la base, on pense que c'est quand même quelque chose qui est propre au cerveau. Eh bien non, on en trouve en fait des très grandes quantités dans l'appareil digestif, voire même en fait 90% de la sérotonine que l'on fabrique dans l'organisme est fabriquée dans les intestins, 50% de la dopamine est aussi fabriquée dans les intestins. Donc quelque chose de complètement dingue, parce que ça renvoie à une image complètement différente de ce que l'on peut se faire, de ce que nous sommes, de l'endroit où vont siéger, sans doute, parce que ça reste encore à bien établir, mais où vont siéger une partie de l'élaboration de notre humeur, de nos émotions, de notre capacité d'éveil et de notre capacité à ressentir, parfois de façon bien abusive, de l'anxiété. Donc là, vous voyez ici, sur ce schéma, que ces neurotransmetteurs sont produits au niveau des neurones. Et bien, ce qui est intéressant aussi de voir, quand on regarde le petit microbiote, c'est une chose que l'on creusera un petit peu plus la prochaine fois, quand on va vraiment s'intéresser au microbiote. Mais il se trouve que le microbiote, par le biais de certaines de ces bactéries, a la capacité de métaboliser ces neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'ils vont l'intégrer dans leur propre fonctionnement. Mais non seulement cela, mais un grand nombre de bactéries en fait sont capables de produire elles-mêmes des neurotransmetteurs qui vont ensuite être captés par le système neurologique, neuronal local dans les intestins. Et donc là, on voit très clairement que on est en train de franchir un espace supplémentaire, on est en train de rentrer sur un territoire qui est à mon sens complètement dingue. C'est-à-dire que à la base, en fait, on avait une vision très centrée de la conscience, des mécanismes cérébraux très centrés sur le cerveau. Et en fait, on se rend compte que non seulement on a des neurones dans le ventre, que ces neurones-là fabriquent énormément de neurotransmetteurs, mais que de surcroît, en fait, ces neurotransmetteurs sont en interaction avec le microbiote et qu'en plus, le microbiote a la capacité de produire des neurotransmetteurs. On allons voir dans la prochaine vidéo que cette capacité-là, en fait, a des capacités d'influence sur nous, sur notre comportement alimentaire, sur notre état d'humeur, qui est extrêmement important. Donc pour résumer, cette vidéo qui est assez riche en informations scientifiques, nous avons des neurones dans le ventre. Nous en avons à peu près 500 millions. Ces neurones-là ont comme fonction principale de faire bouger nos intestins, de réguler les sécrétions et de capter la composition chimique de ce que nous mangeons de façon à adapter les processus
processus de digestion. Ce système neuronal que nous avons dans les intestins est sous contrôle et sous relation avec le cerveau, par le biais du système ortho- et parasympathique. Mais il faut bien comprendre en fait que cette relation va dans les deux sens. Ce n'est pas le cerveau qui seulement donne des ordres aux intestins, c'est aussi les intestins qui ont la capacité de faire remonter de l'information vers le cerveau. Donc en fait, nous sommes plutôt dans un système de boucle. Ce système para- et orthosympathique, deux fonctions principales, permettre la digestion ou bien bloquer la digestion si les conditions ne sont pas favorables. Le système orthosympathique va aussi avoir la capacité de moduler le système immunitaire et donc de moduler l'état inflammatoire que nous allons avoir dans les intestins. Enfin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la production massive de neurotransmetteurs, ça nous le savons déjà dans le cerveau, mais nous avons aussi une très grosse production, voire une partie majeure de la production de neurotransmetteurs dans notre ventre. Et de surcroît, cette production de neurotransmetteurs est partagée avec le microbiote. Donc voilà pour cette vidéo, pour aujourd'hui, cette vidéo qui était relativement technique. Alors je sais que la série s'appelle La découverte du microbiote, mais pour aller, vous voyez, vers le microbiote, en fait, il faut bien installer un certain nombre de notions avant, que l'on va reprendre vite fait dans la prochaine vidéo. Mais voilà, on a cette notion-là, c'est que le microbiote, lui, il n'est pas en train de flotter dans un tuyau passif. Non, ce tuyau-là, c'est le monde extérieur. Ce tuyau-là, notre tube digestif, il est rempli d'un système immunitaire extrêmement complexe. Ce tube digestif, il est aussi rempli d'un système neuronal qui est lui-même extrêmement riche, qui non seulement a des fonctions, je dirais, locales de transport et d'analyse chimique, quelque chose qui est un petit peu moins reluisant, pas très sexy, on va dire, par rapport à ce à quoi on s'attend, mais qui est absolument indispensable. Mais en plus, il apparaît que ce système produit des neurotransmetteurs qui sont en relation très très directe avec notre état émotionnel général, et que de surcroît, en plus, les bactéries, un certain nombre de bactéries ont la capacité d'influencer directement sur cette production de neurotransmetteurs, de nous influencer, par exemple de produire elles-mêmes directement des neurotransmetteurs pour jouer, entre guillemets, sur l'équilibre de la relation qu'il y a entre microbiote, intestin, ce que nous mangeons, ce que nous avons dans la tête. On va découvrir ça alors dans la prochaine fois. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu longue, d'avoir suivi les précédentes vidéos. Mais il faut vraiment bien comprendre toutes ces choses-là parce que le microbiote, quand on va enfin le voir, vous allez comprendre, joue absolument sur tous les tableaux. Voilà, donc maintenant je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous prie de bien vouloir la partager, la liker, poser vos questions dans la section commentaires. Je serai très heureux d'y répondre. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.